La maison Dun Un Lagos est la gardienne d'une des lettres de marque de l'empereur, lui accordant le titre de libre marchand et les pleins pouvoirs hors des frontières de son impérium. Elle se donna pour tâche de profiter de la faible emprise de celui-ci sur la périphérie du secteur Cadixis pour passer des accords avec les flottes d'exploration de l'Adeptus Mechanicus, s'assurant un soutien militaire mutuel et une mise en commun des informations collectées. Le monde de Carros, dont la découverte par la maison Dun Un Lagos fut fortuite, était un rocher aride, isolé, orbitant une naine rouge excentrée du plan galactique aux confins du secteur. Sa fine atmosphère, partiellement respirable avec le matériel adapté, laissait penser qu'il n'eut pas toujours le même visage. Les analyses par les équipes déployées à sa surface mirent rapidement en lumière la présence abondante d'une poussière de cristal à la composition inconnue. Réclamé par le Magos Explorator détaché auprès de la mission de reconnaissance, du matériel de forage rudimentaire fut débarqué, et en quelques cycles à peine, de fabuleux gisements de ce mystérieux matériau furent mis à jour. Flairant le potentiel commercial d'une telle découverte, le marquis Dun Un Lagos, 137e du nom, ordonna à ses hommes d'en prélever le plus grand volume possible avant l'arrivée de la délégation de l'Adeptus Mechanicus. Il confia à son héritier, le commandant en chef Dun Un Lagos, 138e du nom, vétéran libre marchand de son état, le commandement de sa barge personnelle afin d'escorter le convoi en direction de Carros et de superviser le bon déroulé de l'opération. La bataille qui va suivre se déroule sur le scénario Convoi du livre de règles de Battlefleet Gothic. Le convoi dispose d'une capacité initiale de 12 transporteurs ainsi que de 600 points de flotte de la liste d'exploration des Rock Traders pour l'escorter. Celle-ci est composée de 6 transporteurs, un escadron de 2 porte-nefs d'escorte, 3 transporteurs lourds dont 1 transporteur de fuel, un croiseur léger de classe Indivore, et pour finir, un croiseur Rock Trader équipé de la matrice de visée Xenotech, avec à son bord le vétéran Rock Trader, qui n'est autre que le commandant en chef Dun Un Lagos, 138e du nom. Il dispose d'une relance de commandement. La flotte Eldar des vaisseaux-mondes a été composée selon la génération aléatoire du scénario. Celle-ci est composée d'un premier croiseur Spectre, équipé de batteries d'armes et de tubes lance-torpilles, avec à son bord un prophète qui dispose d'une relance de commandement. Il dispose aussi d'un second croiseur Spectre, équipé cette fois de pulsars et de baies de lancement, avec aussi à son bord un prophète qui dispose d'une relance de commandement. Ils seront accompagnés d'un escadron de 3 Shadowhunters équipés de batteries d'armes, d'un escadron de 3 Shadowhunters équipés de pièces d'artillerie navale, et d'un escadron de 2 Shadowhunters équipés respectivement de batteries d'armes et d'une pièce d'artillerie navale. Enfin, ils disposent de 4 grappes de torpilles Dreadfall ou d'escadrilles d'appareils d'attaque, au choix de l'amiral Eldar. L'objectif des Rock Traders va ici être de préserver un maximum de vaisseaux de transport en les faisant atteindre l'orbite de la planète Carros. Les Eldar, eux, vont devoir faire en sorte qu'aucun n'y parvienne. Après un voyage warp sans accroc, l'entièreté du convoi parvint à translater aux abords du système de Carros en moins de 8 heures. Il fit ensuite route vers sa destination en formation serrée, à vitesse de croisière, afin de ne pas perdre de temps, n'ayant que quelques semaines avant l'arrivée des barges de colonisation de l'Adeptus Mechanicus, qui entraînera de fait l'appropriation de la planète et de ses ressources par l'Imperium. Alors que le commandant en chef discernait enfin sa surface depuis la passerelle, une alarme retentit. Les Auspex venaient de détecter une activité suspecte dans les environs de sa ceinture d'astéroïdes. Il ordonna au contremaître artilleur de son vaisseau de se tenir sur le pied de guerre, et transmit un ordre général d'en avant tout à sa flotte, afin d'envoyer les transporteurs qui l'escortaient en sécurité sur Carros. Il n'eut pas le temps de se demander qui pouvait s'attaquer à son convoi que les signaux les plus proches se convertirent en un visuel, révélant des escadrilles d'appareils d'attaque de facture Xeno. Ces artilleurs firent immédiatement feu dans leur direction, pendant que le Mirage et le Collector, les 2 porte-nefs d'escorte, ouvraient leurs baies de lancement. Des escadrilles d'intercepteurs Fury s'élancèrent en direction des intrus les plus proches. Ils abattirent ce qu'ils identifièrent comme des bombardiers Eldar. Le vétéran libre marchand venait d'obtenir une information cruciale, mais cela n'augurait rien de bon. Ces Xenos étaient aussi imprévisibles que divisés, et pouvaient avoir autant de motivation à s'en prendre à son convoi qu'il y avait d'étoiles dans le segmentum. 2 larges vagues de torpilles en approche apparurent sur les Auspex, pointant directement sur le vaisseau amiral du convoi. Le capitaine du navire ordonna sans attendre de se préparer à l'impact. Ce sont les bombardiers qui arrivèrent les premiers, passant au travers des tirs anti-aériens du croiseur et impactant directement son flanc droit.
Le vacarme assourdissant des détonations secoua le bâtiment, et des compartiments entiers furent déchirés et exposés au vide spatial. Le vaisseau, qui portait symboliquement le nom de la maison, était endommagé, mais aucun système vital ne fut touché. Le 138e du nom prit cette attaque personnellement, et ordonna à sa flotte d'accélérer encore. Malheureusement, l'ordre ne parviendra pas jusqu'à l'arrière du convoi, étirant donc ce dernier. Les porte-nefs d'escorte déployèrent de nouveau des chasseurs, alors que le transporteur lourd Sigil, rempli de prométhium, s'approcha dangereusement d'un groupe de torpilles Eldar et les fit détonner d'un tir précis. Au même moment, les artilleurs du croiseur Dun Lagos en firent de même pour l'autre groupe de torpilles. La première vague d'attaque fut repoussée, et les Furies s'adaptèrent en se dispersant pour protéger le transporteur lourd Impel ainsi que le Sigil d'une prochaine attaque. Deux groupes de vaisseaux Eldar dévoilèrent alors leur position en orbite de Karos. Le convoi ne se dirigeait pas vers sa sécurité, mais droit dans un piège tendu par les Xénos. Leur présence assumée si proche de la planète laissait entendre que la flotte d'exploration ne sera pas en mesure d'intervenir. Le vétéran libre-marchand ordonna au chef d'escadron des porte-nefs d'escorte de conserver des intercepteurs en patrouille sur le Mirage et le Collector. Il leur ordonna également, ainsi qu'à tous les transporteurs, de se rapprocher de son croiseur de combat. Ils étaient son meilleur atout face à une agression de ce genre, et il ne pouvait pas prendre le risque de les exposer aux attaques ennemies, ni à l'explosion catastrophique que la marchandise du Sigil pourrait provoquer. Un des escadrons Eldar commença à contourner le convoi pendant que l'autre se dissimula dans la ceinture d'astéroïdes. La flotte des libres marchands garda le cap, et c'est alors qu'un vaisseau de ligne Eldar apparut sur les Auspex, immobile, juste derrière la limite de la ceinture d'astéroïdes, toutes armes pointées vers le convoi. Il s'agissait d'un croiseur Spectre, révélant l'identité exacte de la faction qui les attaquait, les Azuriani, les habitants des mystérieux vaisseaux-mondes. En réaction, le Dun Lagos ralentit la cadence afin de regrouper le convoi et préparer un passage en force. En resserrant ainsi les rangs, les transporteurs, qui n'ont qu'une faible capacité de riposte, sont en mesure de se couvrir mutuellement et de prélever un tribut sur leurs agresseurs. Un second croiseur Spectre, jusqu'à présent invisible au radar, se révèle aux côtés de son homologue. Il est rejoint par un nouvel escadron d'escorteurs, dorénavant identifiés comme étant des Shadowhunters. C'est alors que le premier Spectre et les Shadowhunters qui avaient contourné le convoi approchèrent le Sigil, isolé du reste de la flotte. Les tirs coordonnés des batteries d'armes et des pièces d'artillerie des escorteurs prirent par surprise le capitaine du Sigil et firent s'abaisser les boucliers du transporteur lourd. Alors que les flashs lumineux des pulsars du Spectre l'atteignirent, il décida de regarder la mort en face, priant l'empereur Dieu non pas pour sa survie, mais pour que le prométhium s'enflamme et que l'explosion emporte le croiseur Xéno et ses occupants dans la tombe. Le Sigil fut traversé de part en part, les tirs de pulsars lui arrachant des pans entiers de sa coque, tuant une grande partie de son équipage et perçant les réservoirs sans embraser leur contenu, qui se déversa dans une traînée de glace accrochée à la carlingue. Les bombardiers Eldar ne parvinrent cependant pas à l'atteindre, ses tourelles et les intercepteurs Fury l'accompagnant œuvrant de concert à sa protection. Le Sigil était lourdement endommagé, mais n'avait pas explosé. Les Eldar, devant refroidir leur système d'armes, se replièrent sans demander leur reste. Les Shadowhunters pénétrèrent la ceinture d'astéroïdes, et le Spectre s'éloigna en la longeant. Épris de la fureur du juste, le capitaine du Sigil ordonna à l'Enginarium un rendement maximal afin de poursuivre les fuyards. Son navire se heurta à une éclaircie dans la ceinture d'astéroïdes, et malgré tous ses efforts pour forcer l'explosion du prométhium, il la pénétra sans encombre. Les quelques batteries d'armes encore alimentées du vaisseau firent feu sur le croiseur Spectre. Les projectiles furent rattrapés par ceux des canons du Castellan, le croiseur de classe Indivore, qui clôturait jusqu'alors le convoi. Les capitaines des deux navires s'attribuèrent le mérite d'avoir endommagé la nef Eldar et coupé sa ligne de mât. Pendant ce temps, le Charon traversa la ceinture d'astéroïdes en compagnie des autres transporteurs lourds et parvint d'un tir opportuniste à détruire un des Shadowhunters qui avait attaqué le Sigil. Le croiseur Dun Lagos, à l'équipage aux aguets et aux chambres à munitions chargées, fonça droit sur un énorme astéroïde à la trajectoire imprévue qui se dressa devant lui, et le vétéran Rock Trader prit directement les commandes pour une manœuvre d'évitement. L'astéroïde en dissimulait un plus petit, que les boucliers du vaisseau parvinrent à repousser sans fléchir.
Au détour de ce dernier obstacle, la flottille de réserve Eldar qui se tenait immobile sur son tribord n'eut pas le temps de réagir à son émergence du chaos rocheux. Appuyé par l'Impel, le croiseur Dun Un Lagos déchaîna une pluie de projectiles solides en direction des Xénos et endommagea lourdement le croiseur Spectre. Des blocs entiers de sa superstructure cristalline s'arrachèrent sous la pluie d'impacts. Dans un moment de flottement où le vide lui-même sembla retenir son souffle, le vaisseau de ligne Eldar commença à se mouvoir. Soudain, une escadrille de bombardiers Starhawk déployés par le Mirage et le Collector, restés à l'orée de la ceinture d'astéroïdes, surgirent de cette dernière et se jetèrent sur l'ennemi. Les pilotes héroïques des Starhawk disparurent les premiers dans la gigantesque boule de feu qu'était devenue le vaisseau Eldar. Celle-ci enfla en un rien de temps, et la vague de chaleur, de radiation et de débris de ce qu'il avait été engloutit les Shadowhunters qui l'escortaient. L'Impel, transporteur lourd et vaisseau le plus proche de l'épicentre, parvint à naviguer dans la tempête sans encombre, mais le croiseur Dun Un Lagos fut heurté de plein fouet par tout ce que son souffle avait emporté. Quand ses auspex purent enfin analyser la projection hololithique des environs, seul un escorteur Eldar avait survécu au cataclysme et il prit rapidement la fuite. Voyant le funeste destin qui les attendait, le croiseur Spectre et son escorteur Shadowhunter du flanc bâbord transformèrent leur repli en désengagement et quittèrent le champ de bataille, ouvrant la voie au convoi des libres marchands qui put enfin atteindre Carros. Le 138e du nom envoya un message astropathique au marquis Dun Un Lagos. Celui-ci faisait état du camp de base et du matériel de forage de la première expédition laissée à l'abandon, probablement à cause des Eldar qui les avaient attaqués. Il avait récompensé la combativité du commandant du Sigil en lui octroyant le capitanat du Castellan et avait ensuite envoyé le croiseur en mission de patrouille et de reconnaissance dans le système, avec pour objectif d'enquêter sur la disparition de la flotte d'exploration. Malgré ce contretemps, le déploiement des extensions du camp de base et des usines de traitement minier se déroulèrent sans accroc, et l'extraction des étranges cristaux des déserts de Carros débuta rapidement. La fuite de la flotte Eldar signe la victoire des Rock Traders. Il s'agit d'une victoire majeure selon les objectifs du scénario, ces derniers étant parvenus à traverser la table avec 11 des 12 points de transport sécurisés, n'enregistrant qu'un vaisseau de ligne désemparé, le transporteur lourd Sigil. La flotte Eldar parviendra à désengager 2 escadrons d'escorteurs ainsi qu'un croiseur, pour une perte irremplaçable d'un escadron de Shadowhunter et d'un Spectre. Je remercie l'ami Pierrot d'avoir joué cette bataille avec ses Eldar des vaisseaux mondes, ainsi que de m'avoir assisté dans la réalisation de cette vidéo. Il s'agit d'une première tentative de rapport de bataille, qui plus est dans une approche narrative, faite avec les moyens du bord. Je vous invite, si vous l'avez apprécié, à liker et à partager la vidéo. Je vous invite dans tous les cas à me faire vos retours en commentaire, vos avis me sont précieux. Si vous souhaitez en apprendre plus sur ce merveilleux jeu qu'est Battlefleet Gothic, je vous mets un lien vers le Discord francophone en description. Sur ce, je vous dis à la prochaine, si l'empereur le veut.